Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bon après-midi sur FR3 et bienvenue dans ce magnifique stade nautique de Tourcoing pour assister pendant 1 heure et en direct et au rythme des majorettes d'Alu1 à un match de championnat de France de water-polo qui va opposer dans quelques minutes les enfants de Neptune de Tourcoing, actuellement 6e dans le championnat, au Racing Club de France, actuellement 2e de ce championnat, derrière les intouchables marseillais. Autant dire que ce match est capital pour Tourcoing. On attend beaucoup des caméras de Serge Anson et de Jean-Luc Pillot pour motiver encore un peu plus ces nordistes qui en ont bien besoin, car ils ne sont pas dans une position favorable actuellement dans le championnat de France. Vous voyez actuellement les deux équipes sous les applaudissements d'un public qui s'est déplacé en nombre. Et FR3 n'est pas étranger à ce succès. Ce sport, le water polo, le mérite bien, car croyez-moi, vous allez avoir l'occasion de vous en rendre compte par vous-même. C'est un sport très difficile, très spectaculaire. Alors, bonnet blanc, eh bien, c'est les enfants de Neptune de Tourcoing, les nordistes, alors que les bonnets noirs, eh bien, c'est tout simplement, ce sont les Parisiens du Racing Club de France. Et je ne voudrais pas commencer ce reportage sans dire un petit mot à Michel Vieux. Michel Vieux avec qui je devais commenter ce match et qui, au détour d'une plaque de verglas, eh bien, est maintenant dans une position qu'il adore, celle allongée dans une chaise longue, les doigts de pied en éventail. Je rassure tout de suite ses admiratrices qu'on dit nombreuses. Michel Vieux va très bien en ce moment, il nous regarde chez lui et je sais que c'est un grand spécialiste de water-polo et il sera intraitable, il ne nous pardonnera aucune erreur. C'est pour cette raison que j'ai pris avec moi pour commenter ce match Jean-Bernard Decueillère. Vous êtes un peu le monsieur water-polo dans la région. Oui, en fait, je suis le responsable régional du water-polo et donc vice-président de la Ligue des Flandres de natation, ligue dont dépend le water-polo. Voilà. Et monsieur Decueillère, vous êtes aussi donc arbitre international et ça va beaucoup nous aider, car vous verrez, le water-polo n'est pas un jeu simple, contrairement à ce qu'on pourrait le penser. Il y a pas mal de règles et pendant cette heure, vous qui ne connaissez pas grand-chose au water-polo, nous vous en rendons grâce, car le water-polo n'a pas souvent les faveurs des caméras. FR3 là est en train de combler les lacunes, 1 heure de direct, et pendant cette heure, eh bien, nous allons découvrir, si vous le voulez bien, ensemble ce sport. C'est un sport très difficile, je le disais au début, il faut une très très bonne condition physique. Oui, effectivement, puisqu'il se déroule dans un élément qui est l'eau, et forcément, il faut d'abord très bien nager, et en plus, il nécessite toutes les phases de jeu d'un jeu collectif. Nous avons donc en présence ici 2 équipes de l'élite nationale et on peut vous rappeler que Tourcoing a tenu très longtemps le haut du pavé de ce water-polo français. Dans quelques instants, début de cette rencontre, alors que nous allons peut-être voir la composition des équipes. Pas de grosses surprises dans la composition des équipes. À Tourcoing quand même, un absent de marque. Oui, un absent de marque à Tourcoing qui est Jean-Pascal Marel, qui est en fait suspendu pour 5 matchs et il en est là à son 4e match de suspension. À n'en pas douter, cette absence pesera très lourd dans les rangs de Tourcoing ce soir. Voilà, donc vous voyez là le Jean-Pascal Marel, le numéro 9, bien finalement il ne jouera pas cet après-midi, car il est suspendu. Voilà pour la composition des équipes de l'équipe de Tourcoing. On aura l'occasion d'en reparler avec les numéros. Vous le verrez, les numéros sont juste sur les bonnets. Un bonnet et un slip de bain, ça suffit comme équipement dans le handball. Et ça,
dans le water polo, pardon. Le handball, je pensais au handball parce qu'on va peut-être dès à présent parler des règles. Le poids du ballon est un peu le même que celui du ballon de handball. Il pèse entre 400 et 450 grammes, mais c'est tout pour les ressemblances. Tout le reste, quand même, se passe dans l'eau. Nous allons voir peut-être les premiers entraînements des joueurs, les joueurs de Tourcoing, avec le numéro 3 que vous voyez. Il s'agit de Serge Deporter. Ils sont tous amateurs. Ils travaillent, la plupart d'ailleurs travaillent, et ce n'est pas une surprise, dans des piscines comme maîtres nageurs. Et là, ils sont en train de s'entraîner. Vous voyez notamment le travail du gardien tout au long des 7 heures. Gardien de but au water polo, croyez-moi, c'est un boulot très difficile, car il faut vous dire que la profondeur de la piscine fait, profondeur de l'eau, 1,80 m. C'est-à-dire qu'en principe, le gardien de but n'a pas pied. Et il faut absolument qu'il se détende de l'eau. Il faut avoir ce qu'on appelle des reins, monsieur de Cueillère, des reins et des abdominaux. Effectivement, le gardien de but est un homme qui doit avoir beaucoup de jambes. Nous appelons ça en termes de métier beaucoup de jambes pour pouvoir sortir de l'eau et maintenir au-dessus de l'eau avant que le shoot de l'attaquant ne part. Comme vous pouvez le voir, il y a 13 joueurs dans chaque équipe, dont 7 sont en permanence dans l'eau. Quand je dis en permanence dans l'eau, c'est pas tout à fait vrai, puisque l'on verra tout à l'heure qu'il y a des fautes graves où le joueur est exclu pour un temps déterminé, c'est-à-dire jusqu'à un but soit marqué ou 45 secondes. On aura l'occasion d'en reparler de ces fautes, car il y a plusieurs fautes, fautes ordinaires, fautes graves. On aura l'occasion de détailler tout cela au cours de cette heure de direct. Le coup d'envoi va bientôt être donné. On va présenter les arbitres. Un mot des arbitres quand même. Il s'agit de monsieur Rayton et monsieur Demey. Coup d'envoi dans quelques minutes. Il y a un petit peu de retard, mais c'est pas grave, on va rattraper tout ça. Monsieur Demey et Rayton, les arbitres. Alors vous allez voir, rien que le coup d'envoi est assez spectaculaire, car les joueurs vont se mettre chacun dans leur camp. Il va y avoir une sorte de sprint pour aller toucher le ballon qui se trouvera au milieu du bassin. Et c'est seulement à partir de ce moment-là que le chronomètre tourne. Sachez que le water polo se décompose en 4 mi-temps de 7 minutes chacune. 7 minutes temps réel. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le ballon est sorti ou qu'un coup franc n'est pas joué, eh bien le chronomètre ne tourne pas. C'est un petit peu, si vous le voulez, l'équivalent du basketball. Alors Tourcoing est actuellement 6e, je le disais tout à l'heure. Ce n'est pas une très très bonne place. En revanche, pour le Racing Club de France, tout va bien, puisque le Racing est 2e. Tout à l'heure, après un premier point, on aura les impressions du président du club de Tourcoing. Il faut absolument que Tourcoing gagne cet après-midi, d'autant que nous sommes là. C'est quand même important. Coup d'envoi dans quelques instants, avec un ballon qui va aller au milieu. Là, vous voyez actuellement l'équipe de Tourcoing, des enfants de Neptune. Voilà, c'est l'entraîneur qui donne maintenant ses dernières consignes. Et coup d'envoi dans quelques secondes. C'est parti pour une première période de 7 minutes. 7 minutes temps réel. Et le chrono commence à tourner dès qu'un joueur a touché un ballon. Voilà, c'est parti. Les deux équipes, vous voyez, font un sprint et l'arbitre lâche le ballon. Premier ballon pour les Tourquenois. C'est important d'avoir la maîtrise du ballon avec Jean-Bernard Broutin qui est actuellement en possession de cette balle. Il avance, il ne se fait pas attaquer, il va feinter une première fois un tir. Il le cherche Yvon Deporter, mais l'arbitre a sifflé. Yvon Deporter qui a toujours le ballon. Il va essayer de centrer. Voilà qui est fait maintenant pour Serge Deporter. Vous verrez que le water polo, c'est une affaire de famille. Et maintenant, Damien Piquet, le capitaine, pour le numéro 10, Jean-Bernard Broutin, qui est contré. Et oui, cette défense du Racing est réputée. C'est l'une des meilleures en France, notamment sous l'impulsion de son gardien très spectaculaire, qui a un nom tout à fait prédestiné pour jouer au water polo, puisqu'il s'agit de Arnaud Bouet. Voilà, on n'invente pas.
Pour l'instant, toujours 0-0 et un premier ballon dans les mains de Houdelet, Frédéric Houdelet, qui a 21 ans et c'est le seul joueur présent cet après-midi qui n'a pas été formé au club de Tourcoing, puisqu'il vient de Valenciennes. Il a 21 ans. Peut-être un bon ballon là pour Marc Brisfer. C'est le numéro 2, surveillez-le bien. Le numéro 2, bonnet blanc, c'est l'une des vedettes de Tourcoing, c'est l'international maison. Vous voyez, ils sont bien pris là, les joueurs de Tourcoing. Et nous aurons l'occasion bientôt de détailler toutes les fautes, car il y en a plusieurs sur une partie. Il y a des fautes ordinaires, je le disais, et des fautes graves. Pour l'instant, pas de faute grave, tout va bien. Oui, effectivement. Et comme vous avez pu le voir sur ces images, le Racing semble avoir adopté attention ici, une attaque, un centre et une reprise de volée, un but par le numéro 5, Perrault Pascal, pour le Racing. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle une phase d'attaque tout à fait classique, c'est-à-dire le centre et la reprise. Une claquette, on n'a pas le droit de reprendre du point. Voilà, on n'a pas le droit de le reprendre du point, ni à deux mains. Voici, et le Racing qui mène donc 1-0, un but marqué par Perrault. Alors oui, maintenant Tourcoing vient de réengager et donc va essayer de combler son retard. Une passe à l'avant-piqué que nous appelons qui est le joueur qui se trouve aux 4 mètres. Voilà, alors se replier à toute vitesse, c'est également très important. Et c'est le Racing qui contrôle. Qu'est-ce qui fait la différence entre une équipe comme celle du Racing et une équipe comme celle de Tourcoing? Vous avez vu que le Racing joue avec beaucoup de confiance en son gardien de but et que les joueurs du Racing font un marquage très large aux 6 mètres. Laissant les joueurs, attention, il vient d'y avoir une exclusion de Marc Brisfer pour Tourcoing pour une faute grave et Tourcoing est réduit à 6 joueurs, 5 joueurs de champ de jeu. Voilà, donc Marc Brisfer est sorti pour 45 minutes ou jusqu'à un but soit marqué. 45 secondes. 45 secondes. Et le but très beau qui vient but, d'être marqué par le numéro 7, Johanny Philippe. Un deuxième but pour le Racing. 2-0. Et oui, on s'attendait à une petite démonstration du Racing, mais il faudrait quand même que Tourcoing réagisse, alors que maintenant, eh bien, Marc Brisfer a regagné l'eau, puisque un but a été marqué. Vous verrez, il y a des prisons. Le water-polo conjugue tous les sports, à la fois le handball, je le disais tout à l'heure, pour le poids du ballon, le basket pour le temps réel, temps effectif, et puis un petit peu le hockey pour les prisons. Alors que là, il y a une faute encore. Une exclusion d'un joueur du Racing, le numéro 9, et un shoot des Tourquenois arrêté par le gardien de but du Racing. La contre-attaque se fait par Hervé, l'international du Racing. Alors il faut peut-être expliquer ce qui s'est passé. On a vu, le match est commencé depuis 4 minutes à peu près, et on a déjà vu 2 fautes graves, 2 sorties. Alors, quand y a-t-il faute grave? Alors, il y a faute grave quand un joueur enfonce son adversaire ou le tire alors que celui-ci n'a pas le ballon. Mais c'est un 3e but pour le Racing alors qu'il était réduit à 6 par le numéro 4, Boursac Denis. Et ça, je peux vous dire que c'est très mauvais pour le moral d'une équipe de prendre un but en supériorité numérique comme l'était Tourcoing actuellement. Ouais, 3-0. Donc on continue sur les fautes graves. Oui, alors les fautes graves qui donnent l'exclusion, c'est quand un joueur tire ou enfonce un adversaire alors que celui-ci ne tient pas le ballon. C'est ça, tandis que lorsque l'adversaire a le ballon, on a le droit de tout lui faire, on peut le couler même. Hein. Voilà, quand l'adversaire tient le ballon dans sa main, on a la possibilité donc de le pousser, de le tirer. Mais bien entendu, le jeu consiste à ne pas conserver le ballon dans la main quand on est attaqué. Voilà, vous venez de voir une belle tentative là, de Bruno Van de Castel. Malheureusement pour lui, eh bien, le ballon a heurté l'un des poteaux.
Et vous vous apercevrez également qu'en water polo, les joueurs de champ n'ont pas le droit de prendre le ballon des deux mains. Et c'est pas évident, croyez-moi, car le ballon est assez gros. C'est une mauvaise passe de Joanny du Racing et la contre-attaque de Tourcoing. Bruno Van de Castel qui est parti. Voilà, il va peut-être tirer, il est seul devant le gardien. Regardez cette action magnifique et c'est un but. Le premier but de Tourcoing qui est marqué par Bruno Van de Castel. 3-1, il ne faut surtout pas que les Tourquenois baissent les bras. D'abord parce qu'ils couleraient et qu'ensuite ce serait pas très bon. 3-1, le Racing peut prendre très vite confiance. Et peut-être que le Racing est venu ici avec un léger complexe de supériorité. Il faut peut-être en profiter. Effectivement, le Racing, vu sa position en championnat cette année, est venu ici rassuré, surtout après la défaite de Tourcoing à Marseille. Mais il sait aussi que Tourcoing, c'est la fièvre du water-polo. Avec les spectateurs, il est très difficile de faire un bon résultat dans ce bassin. Un tir de Pascal Perrault, bien capté par Oudolet, le gardien tourquenois. Et c'est Marc Brisfer, l'international tourquenois, qui est attaqué fautivement. Et c'est un coup franc sur le lieu de la faute, rapidement joué. Un deuxième coup franc, car il y avait une charge là d'un Racingman. Et Tourcoing qui se reprend bien avec Bruno Van de Castel. Et voilà une faute encore des défenseurs du Racing. Voilà peut-être pour Brisfer qui va pouvoir tirer. Non, il est bien contré là, Brisfer. On se méfie pour Jean-Bernard Broutin. Et Yvon Deporter, un tir de loin de Jean-Bernard Broutin, mais nettement au-dessus. Vous voyez le public, très sage pour le moment. Il faut dire que son équipe est menée 3-1 et que ce sont les visiteurs qui ont le ballon. Avec le 5, Perrault, tir de loin et bien capté par Oudolet qui relance immédiatement. Voilà, il faut jouer peut-être plus vite du côté de Tourcoing avec Brisfer qui a le ballon. Voilà, on n'a pas le droit de couler le ballon lorsque l'on nage. On n'a pas le droit de le cacher. Voilà une faute là sur Jean-Bernard Broutin qui joue le coup franc pour Brisfer qui lui redonne immédiatement. Voilà, il laisse le ballon derrière lui. Il va pouvoir tirer. Non, il préfère jouer avec Yvon Deporter et c'est une faute. Une faute, mais tout ça n'est pas très dangereux pour le Racing. Il faut peut-être tirer. Et vous voyez que les joueurs du Racing repartent puisque une équipe n'a le droit qu'à 35 secondes de possession du ballon avant de shooter au but. Voilà. Et sur cette action de jeu, les Racingman ont anticipé la fin des 35 secondes. Voilà, 35 secondes pour faire un shoot. Ça donne donc un jeu forcément spectaculaire avec un nouveau but marqué par Philippe Hervé. C'est son premier but. Et 4-1. Bon, alors là, il faut se ressaisir. Parce que ça tourne à la démonstration quand même. On est seulement à la première période. 4-1. Oui, je crois que là, la première période n'est pas très efficace. Et nous arrivons maintenant presque à la fin de la première période, puisqu'il nous reste au tableau d'affichage 17 secondes à jouer, 15. Et si les Tourquenois ont bien regardé le tableau, ils doivent shooter dans les 7 secondes qui suivent, puisque ça va être la fin de cette première période. 5 secondes encore et 4-1. Un tir de loin, non, sans trop de conviction. Et je crois que le score en restera là pour cette première période. Voilà, vous avez vu le banc des Tourquenois. 4-1 donc après cette première période. Et voilà, les nageurs, les poloistes vont se reposer. Ils vont se reposer pendant 2 minutes. Croyez-moi, c'est assez difficile comme sport, car est-ce qu'on a déjà estimé le nombre de kilomètres qu'on pouvait faire pendant une partie? Non, cela est variable, bien que maintenant toutes les équipes jouent à la fois, comme vous avez pu le voir, avec 6 attaquants et 6 avants. C'est-à-dire que tous les joueurs montent à la fois sur une attaque et descendent quand il faut défendre.
voyez là sur votre écran le banc des remplaçants avec le responsable des équipes de water-polo de Tourcoing, Georges Coutin, et les joueurs remplaçants. Nous n'avons pas énuméré les fautes ordinaires qui sont donc signalées par un coup franc simple au bénéfice de l'équipe qui a subi le dommage. Ces fautes ordinaires, la plus courante, c'est celle où on pousse, où on se repousse d'un adversaire. Et c'est ce que vous avez vu siffler le plus souvent lors de cette période. Les arbitres que vous avez peut-être vus sur votre écran ont un drapeau sur lequel il y a à chaque extrémité une couleur bleue et une couleur blanche. Et pour signaler une faute, ils lèvent donc le drapeau de l'équipe bénéficiaire de la faute et indiquent avec l'autre main l'endroit où cette faute a eu lieu et d'où cette faute doit être jouée. Les arbitres rappellent maintenant les deux équipes. Voilà pour le début bientôt de la deuxième période. Un mot de Tourcoing. Le club, les enfants de Neptune de Tourcoing ont un record, le record des titres de champion de France. Ils en ont 32, voire 33. Il faudra vérifier les comptes. C'est un record, mais c'est un palmarès qui mérite quand même un petit coup de plumeau, car le dernier titre de Tourcoing remonte quand même à 1964. Et depuis, consécutivement depuis 73, eh bien c'est Marseille qui truste les titres de champion de France. Et il est encore bien parti cette année pour rééditer cet exploit. Et depuis, eh bien, Tourcoing cherche son second souffle. C'est une équipe en devenir. L'équipe est jeune. Toute l'équipe, je le disais, a été formée au club, sauf le gardien Oudelé. Voilà, c'est le Racing. Je rappelle que le Racing joue en bonnet noir et que Tourcoing joue bien sûr en bonnet blanc. Bonne défense là, une très très bonne défense du capitaine Damien Piquette. Voilà, il a le ballon, il écarte bien pour le numéro 8 Philippe De Witt. Philippe De Witt qui a une particularité, c'est le seul gaucher de l'équipe de Tourcoing. Voilà, De Witt qui a une nouvelle fois le ballon qui tire et bel arrêt. Très très bel arrêt du gardien. Bouet, Arnaud Bouet. C'est un corner. Et c'est un corner, oui, car il y a aussi des corners. C'est véritablement un excellent gardien que ce Bouet. Il faut vous dire que dans l'équipe de Racing, la très très mauvaise passe de Damien Piquette, il faut vous dire que dans l'équipe de Racing, ils sont pratiquement tous internationaux. Alors évidemment, ça explique peut-être ce score de 4-1. Voilà, le Racing à l'attaque maintenant avec Joigny. Voilà, qui est coulé, vous avez vu, il est coulé, mais on a le droit puisqu'il avait le ballon. On peut tout faire lorsqu'on a le ballon. Quand on ne l'a pas, il y a quelques frictions là, juste devant les buts de Oudelé. Entre le 6 du Racing qui a le ballon maintenant, et il se bat bien. Vous savez, sous l'eau, on dit souvent que, et vous êtes peut-être bien placé pour en parler, puisque vous êtes arbitre international, que sous l'eau il se passe de drôles de trucs quand même. Forcément, les joueurs profitent du sous l'eau pour essayer d'accrocher l'adversaire, mais les arbitres ont quand même une supériorité, et c'est qu'ils sont surélevés par rapport au niveau de l'eau, et ils sont depuis 4 ans seulement maintenant à 2 arbitres, c'est-à-dire un de chaque côté, et ce qui aide beaucoup pour la vision du jeu. Alors que vous avez encore vu une nouvelle fois là, un très bel arrêt du gardien Bouet qui peut relancer son équipe. Une faute là. Une faute alors qu'il ne possédait pas le ballon de Damien Pic, d'un joueur 4, le numéro 4 du Racing Boursac, qui a poussé son adversaire pour se démarquer. Et il y a donc un coup franc pour Tourcoing qui a récupéré le ballon et qui a de la difficulté à se défaire de cette défense de The Racing, qui est très confiant à son gardien de but et donc laisse une marge de sécurité assez loin. Et pourtant, le Tourcoing devra bien se décider à shooter. Il reste maintenant 10 secondes de possession du ballon. Van de Castel essaie de partir, mais c'est une interception du gardien Bouet et donc une nouvelle attaque du Racing. Voilà, avec le numéro 9, Philippe Para.
qui avance sur l'aile droite. Il va centrer, attention à la claquette, il va peut-être y aller tout seul. Il feinte le tir une première fois, tire et marque. Et voilà, il n'a pas été gêné du tout dans cette action. Et Parra peut marquer le numéro 5. 5 à 1. Il faut s'organiser un petit peu là dans la défense tourquenoise. Il reste 4 minutes et 5 secondes dans cette période. Alors que Damien Piquet, fatigué, vient d'être remplacé par Deporter-Yvon, puisque les joueurs peuvent être remplacés quand un but est marqué, ou forcément à chaque période. Tourcoing à l'attaque, cherche la paille, Yvon était tout seul, mais la passe mal ajustée. La balle sous l'eau, voilà, vous voyez là, il a mis la balle sous l'eau. Et donc les Racing bénéficient d'un coup franc. Mauvais dégagement du gardien qui sort hors des limites du champ de jeu. Et c'est donc la remise en jeu pour Tourcoing. Bruno Vandecastel cherche un partenaire démarqué, trouve Philippe de 8 qui va donner en retrait sans doute à Deporter, à Serge Deporter qui donne à son frère Yvan une faute de l'arrière qui repasse, c'est une affaire de frère. Qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on est arrière pour défendre sans commettre de faute? Ça me paraît très difficile au water-polo. Il est très difficile de défendre sans commettre de faute. En fait, il faut attendre que l'adversaire prenne le ballon en main et là, presque tout est permis. Et vous verrez peut-être en cours de cette période qu'un défenseur, et c'est un nouveau but, comme vous venez de le voir, du milieu du terrain, un shoot par Philippe Hervé qui a ce qu'on appelle un coup de patte terrible ici et qui marque donc le 6e but pour Tourcoing. C'est le buteur numéro 1 en tête des marqueurs du championnat de France d'ailleurs, Philippe Hervé. Et il en est ici qu'à son 2e but, mais je crains fort que aujourd'hui il en inscrive encore un ou deux. Mais j'espère que Tourcoing fera bonne garde et il va trouver la faille à cette défense. Avec Serge Deporter. Voilà, on joue avec Brice Vert qui est bien tenu là par Pascal Perrault. Et il ne peut pas faire grand chose pour le moment. Donc on fait circuler le ballon comme on peut avec Van den Plas. Un tir lointain mais nettement au-dessus. Et ça n'inquiète pas du tout le gardien Arnaud Bouet. Et c'est la contre-attaque immédiate maintenant avec Bassi. Coup de sifflet de l'arbitre pour une faute. Il reste 24 secondes. C'est une exclusion d'une faute de Van de Plas de Tourcoing. Voilà donc Tourcoing réduit à 5 joueurs de champ de jeu. Pendant 45 secondes ou alors 45 secondes. Dès qu'il y a un but, il pourra. Vous voyez là la défense de zone des Tourquenois qui font le balancier entre le porteur de ballon et c'est un bon shoot contré par l'arrière. Voilà, exclu. Van de Plas, là aussi c'est un bon nom pour faire du water-polo. Van de Plas. Il est exclu pour 45 secondes. Un deuxième shoot qui était encore contré. Et là, Tourcoing récupère la balle. Il va maintenant temporiser un peu le jeu en attendant le rentrée de son joueur exclu. Voilà, pour on voit l'exclure en même nombre. Voilà la prison. Et voilà, l'exclusion est finie. Il rentre. Et voilà, le joueur revient dans le jeu et Tourcoing est donc actuellement à égalité de joueurs que le Racing. Alors, on met dans l'eau à l'avant piqué à Philippe. Belle passe de Philippe. Beau lob de Philippe, mais les grands bras de Bouet ont détourné la balle en corner. En corner. Corner qui se fait sur la ligne des 2 mètres. Bien le petit trait rouge que vous avez sans doute aperçu. Avec Van de Castel Bruno. Il essaie de lober le gardien là. Yvon Deporter, mais c'est très difficile. Il fait 2 mètres. Il a pratiquement pied lui. Évidemment, ça aide. Non, il n'a pas pied. 1m80. Oui, mais 1m80 sur la tête. Il y a une grande partie hors de l'eau. Mais il a peut-être des grands pieds. Non. Je crois que de ce côté-là, il est marqué 3 mètres. 3.
En tout cas, c'est un beau gardien. On nous avait prévenu. Hein. Regardez bien Arnaud Bouet, le gardien du Racing. Ça vaut le déplacement. Et pour l'instant, on n'est pas déçu. Et ça n'arrange pas nos affaires. Ou en tout cas, celle de Tourcoing. Regardez ce lob là tenté par Philippe Bassi. Mais il a manqué. Et pour ne pas perdre de temps, vous voyez qu'il n'y a pas qu'un seul ballon waterpolo. On relance immédiatement. Regardez cette image de Serge Janson qui vous fait découvrir la décontraction là, du gardien. Arnaud Bouet. Et il vient d'avoir une exclusion sur cette attaque de Tourcoing. Philippe Joanny du Racing vient d'être exclu pour avoir tiré un joueur de Tourcoing. C'est une belle volée de Van de Castel, malheureusement arrêtée de la tête par Bouet. Et le but de numéro 6 de Van de Plage François qui a tenté sa chance de loin et a donc marqué ce deuxième but pour Tourcoing qui revient à 6-2. Il reste 23 secondes. Voilà, un but par période. Il faudrait quand même accélérer. 6-2, mais Van de Plage a bien tenté sa chance et il a réussi. Alors qu'il reste 23 secondes maintenant dans cette deuxième période. Le ballon dans les mains du Racing. Le Racing qui est, je vous le rappelle, deuxième du championnat de France. Le championnat qui est là encore assez particulier. Une poule de 8, les 4 premiers eh bien, se retrouvent en tournoi final pendant un week-end. Et le vainqueur de ce tournoi à 4 eh bien, est sacré champion de France. Et sauf grosse surprise cette année, ce sera une nouvelle fois Marseille. Enfin, on ne sait jamais. Le Racing toujours à l'attaque. Et voilà, on lance bien, qui est complètement coulé là. Le numéro 6, Philippe Hervé, auteur de 2 buts, n'est pas content d'ailleurs. Il lève le bras. Alors là, fin de période. La fin de la deuxième période qui vient d'être sifflée. 6-2. Sur donc ce score de 6-2 pour le Racing. Je vais en profiter puisque j'ai près de moi le président des enfants de Neptune de Tourcoing, Guy Dom, président depuis 1979. Vous êtes ancien gardien de but. Alors dites-moi, président, 6-2 après 2 périodes, ça va pas très fort. Je pense que le problème, c'est que notre équipe a attaqué le match un peu trop lentement. Elle s'est laissée déborder et le Racing a profité de toutes les occasions. Je pense que nous ne sommes pas assez offensifs et les shoots que nous avons réalisés ne sont pas rentrés dans les buts. Et c'est ce qui compte en fait, c'est que tous les shoots du Racing ont été concrétisés alors que les nôtres sont passés soit à côté, soit sur le gardien. Alors en ce qui concerne Bricefer, on le dit convalescent encore. Oui, Marc Bricefer a souffert d'une grippe depuis une quinzaine de jours. Et effectivement, au regard de ce qu'il a fait là pendant les 2 premières périodes, je crois qu'il n'est pas complètement remis. Voilà, Bricefer, je le dis pour les téléspectateurs qui auront l'occasion de le revoir, c'est le numéro 2 de bonnet blanc, Bricefer. Alors que vous voyez les magnifiques pieds de François Van de Plage. Voilà, très décontracté, il faut absolument se reprendre. Merci président, j'espère qu'on se reverra tout à l'heure avec une bouteille de champagne pour fêter la victoire, mais ça va quand même être difficile. Alors on a encore un petit peu de temps là pour faire la présentation du water polo dans la région. Jean-Bernard Decueillère, est-ce que c'est un water polo en bonne santé? On a quand même une équipe en National 1. On l'a devant nous cet après-midi, les enfants de Neptune de Tourcoing. Mais il y en a beaucoup d'autres en dessous là qui sont prêts à la relève. Oui, il faut bien dire que l'équipe de Tourcoing est le porte-fanion de notre waterpolo nordiste, mais que derrière il y a beaucoup de clubs qui travaillent, puisque d'ailleurs nous avons 4 clubs en 2e division, 4 clubs en 3e division et 2 en 4e division, ce qui est déjà pas mal du tout. Et nous avons maintenant aussi des équipes féminines et 2 équipes féminines sont en National 1 et 4 en National 2, ce qui fait quand même un waterpolo très mis en valeur.
Et il faut rappeler que nos équipes de jeunes sont presque toutes les ans championnes de France intercomité. Très bien, alors que ce sont les Tourquenois qui sont à l'attaque pour le moment. Le score n'a pas évolué. 6-2 toujours pour l'équipe du Racing Club de France. Voilà, 6-2. Et que ce sont les Tourquenois à l'attaque avec le numéro 10. Mais un tir est toujours ce gardien. 6-2. Eh oui. Très bonne défense du côté du Racing, on ne le répétera jamais assez. Yves Rio qui a le ballon maintenant pour le Racing, une équipe qui tourne beaucoup, qui effectue beaucoup de changements, mais on a les moyens. Un tir et là le gardien est trompé par une reprise, finalement c'est Pascal Perrault. Pascal Perrault qui, comme vous avez pu le voir, malgré 2 arrières sur le dos, a réussi à lober le gardien de but, qui est d'ailleurs en ce moment Pascal Lepers, qui a remplacé à la période Frédéric Houdelet dans les buts de Tourcoing. C'est donc un 7e but pour le Racing. Pas de chance quand même sur cette action. Non. Il y a un tir qui rebondit sur la barre, on reprend en but. Bon. Mais la chance, ça fait partie des grandes équipes. La chance fait partie du jeu. Le Racing là défend assez virilement et je crois que ça va être certainement sanctionné par une faute, par une exclusion. Voilà, je la sentais venir. Ah bah vous êtes arbitre, c'est normal. Hein. Elle était prévisible. Voilà, Tourcoing. C'est Yves Rio qui va sortir. En nombre supérieur, qui va profiter de ça pour réduire l'écart. Oh là, mais cette balle bien prise par Philippe Hervé. Alors qu'elle était sur la main de l'attaquant de pointe prêt à shooter, et Philippe Hervé lui-même repart tout le bassin. Attention à cette contre-attaque du Racing avec Philippe Hervé, toujours lui, pour Denis Boursac. Voilà, qui est attaqué là par Brice Fer, vous voyez, qui le gêne. C'est un coup de sifflet, petit coup franc, à l'endroit de la faute. Et là, c'est une grosse gêne quand même. Alors comment expliquez-vous, là, il n'y a pas beaucoup de monde devant les buts, pourquoi? Parce que je vous rappelle que le Racing est en nombre inférieur. C'est ça, donc ils en laissent 2 en défense. Voilà, qui est déjà... Et c'est Tourcoing qui tire là par François Van de Plache, mais bien capté. Les tirs de Tourcoing. On les sent venir, hein, les tirs de Tourcoing, donc voilà, et le aide. gardien étant très bon, c'est une nouvelle faute au bénéfice du Racing qui attaque. Attention sur la droite, c'est Bassi qui est tout seul. Hervé bénéficie d'une faute. Je vous rappelle que quand un joueur... Ah oui. Oh, c'est une très belle phase de jeu. Vous avez très beau but de Philippe Hervé. Malgré Piquette qui était sur son bras, Hervé a réussi à shooter et à marquer le but. Est-ce qu'on peut contrer un tel tir en tant que défenseur? Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Mais là, comme vous le voyez, Hervé a résisté alors que Damien Piquette, qui était son défenseur immédiat, avait la main sur son épaule. Oui. Et par sa corpulence, sa force, il a résisté à la charge et a réussi à shooter victorieusement par un petit tir vicieux, il faut bien dire, que n'a pas vu venir le gardien de Tourcoing. Alors, Jean-Bernard de Coyer, est-ce qu'on peut dire qu'en water-polo, comme dans les autres sports, on évolue? C'est-à-dire, est-ce que le physique des joueurs évolue? Est-ce qu'il faut être grand et puissant? Il faut être très grand et puissant des bras pour le shoot, et puissant des jambes pour tenir au-dessus de l'eau. Les petits n'ont aucune chance. C'est le cas ici de Hervé qui, malgré la charge et grâce à ses jambes, a réussi. C'est un shoot pour sa contrée, mais une exclusion du numéro 9 de Tourcoing, Broutin Dominique, pour une faute. Et cette fois-ci, c'est donc Tourcoing qui se trouve réduit à 6 joueurs, 5 joueurs de champ contre 6. Voilà. Vous voyez que... Oh, le shoot surprise, mais heureusement le poteau était là. Bonne interception quand même de Damien Piquette. Et une faute et sur Damien Piquette. Récupère la balle. Voilà, à l'endroit de la faute. Et on balance devant. Voilà, il ne faut pas perdre de temps. Avec Broutin
Il n'a pas l'air content là. Broutin qui temporise un peu le jeu, étant donné le joueur exclu, Oui. l'infériorité numérique de Tourcoing. Et c'est un des grands problèmes du règlement actuel. C'est ces 45 secondes d'exclusion qui sont, disons, en contradiction avec les 35 secondes de possession du ballon. C'est ça, ça nuit un petit peu à l'esprit offensif. Voilà, et il y a une proposition qui sera faite par la France d'ailleurs de ramener ce temps d'exclusion au temps d'attaque, c'est-à-dire à 35 secondes. Pour Bien. éviter ce temps mort entre la reprise de possession du ballon et la rentrée en jeu du joueur. Voilà, c'est fait maintenant. Dominique Broutin a pu regagner le bassin. Donc à nouveau 7 contre 7. Et c'est le Racing qui a le ballon. Coup de sifflet de l'arbitre, il y a des petits règlements de compte, il me semble, sous l'eau. Notamment Philippe Hervé, là. Un bon tir est bien capté par le Perse. Gardien remplaçant qui donne devant directement sur Jean-Bernard Broutin, qui va peut-être démarquer l'un de ses partenaires. Et c'est une mauvaise passe directement sur Pascal Perrault. Là, on ne comprend plus très bien. Et c'est Philippe Parra maintenant qui a le ballon. Ils sont 2 contre 2, les Parisiens, pour Philippe Hervé. Regardez-le comme il se bat avec un acharnement, Philippe Hervé. Il doit être très difficile à tenir sous l'eau et François Van Den Plas a beaucoup de difficultés avec cet attaquant très remuant. Voilà, c'est Bricefer qui le prend en charge. Ça se passe juste devant les buts. Tir de loin de Perrault, mais bien capté. 8-2 et il reste 1,56 dans cette troisième période. Le temps passe très vite en water-polo. Hein. C'est ça, exactement, malgré le jeu est très très vif, il y a très peu d'arrêts de jeu et c'est fait que le temps s'écoule rapidement. Si Marc Bricefer tend souvent à prendre Philippe Hervé, c'est qu'il le connaît bien, puisqu'ils sont tous deux titulaires à part entière en équipe de France et donc se connaissent très bien au cours des stages et des matchs de l'équipe de France. C'est encore une interception de Philippe Hervé sur une mauvaise passe d'un Tourquenois qui passe à son gardien Bouet. Pour en revenir à Bricefer, Marc Bricefer, on disait tout à l'heure qu'il sortait d'une grippe et c'est ce qui explique qu'il n'est peut-être pas à son plein rendement cet après-midi. Mais il y a peut-être un autre événement qui explique ce mauvais rendement, entre guillemets, c'est que Marc Bricefer va se marier samedi prochain. Alors peut-être qu'il a l'esprit ailleurs. Marc Bricefer a 30 ans, il est directeur commercial, il compte 45 sélections en équipe de France et on compte beaucoup sur lui à Tourcoing. Un tir lointain là de Rio, mais qui passe heureusement pour Tourcoing à côté des buts. Et c'est reparti pour Tourcoing avec un coup de sifflet de l'arbitre. 52 secondes à jouer. Et c'est une beau ballon d'attaque. Là, on écarte bien pour Broutin, Dominique Broutin, mais il a manqué quelque peu son tir. Et c'est un corner concédé par le gardien Bouet du Racing. Pourtant, il était tout seul, Dominique Broutin. Il était bien démarqué sur l'aile, mais... Voilà, des fautes sur Bricefer. Vous voyez comme les Racingman laissent shooter de loin en levant uniquement le bras, sans attaquer directement le joueur. Et ça, c'est une marque de confiance qu'ils ont en leur gardien. Il y a une expulsion là, non? Une expulsion d'un joueur du Racing. Denis Boursac. De Denis Boursac. Voilà Tourcoing en nombre supérieur. Il reste 25 secondes pour voilà, tirer. il s'agit de faire tourner le ballon pour déstabiliser le gardien. Ça oblige le gardien à aller d'un côté à l'autre de ses bois. Et voilà, mais il a arrêté le shoot. Et le Racing récupère donc le ballon. Et 10 secondes à jouer. 10 secondes, 9 maintenant. 9 secondes, 8 secondes. 8-2. Ah, mais c'est une faute qui a été concédée par Hervé. Voilà, à cette place-là, alors qu'il n'avait pas le ballon. Mais il reste 5 secondes à jouer. Alors Marel ne peut pas shooter, passe à Bricefer qui shoot voilà, pour finir cette période. Fin de la troisième période et le score est de 8-2. 8-2 en fin de cette période. Alors si on fait le résumé, on a d'abord eu 4-1, 6-2 et 8-2. Et 8-2, c'est ça, oui, exactement. Et
comme l'avait dit tout à l'heure le président, c'est la première période la plus difficile pour Tourcoing. Le score 8-2 pour le Racing Club de France. Voilà, je profite peut-être aussi de cette période pour vous signaler cette prochain tournoi international de water-polo qui aura lieu les 29, 30 et 31 mars à Lille. Et sera donc, les pays participants seront l'Espagne, l'Italie, la Hollande, l'Allemagne et la Yougoslavie et bien sûr la France. Cette manifestation, c'est un tournoi officiel européen, Espoir, qui est organisé donc par la LEN et qui compte pour les qualifications aux championnats mondiaux Espoir. Voilà donc les joueurs se décontractent un peu. Vous voyez, ça fait maintenant plus de 3 quarts d'heure qu'ils sont dans l'eau pour la plupart d'entre eux. Vous voyez là sur votre écran Philippe Hervé, qui forcément lui est la pièce maîtresse de cette équipe de Racing. Et oui, un excellent joueur. Face au but adverse, il fait quand même un gros boulot. Et il a marqué 3 buts. C'est le meilleur buteur. Il fait en plus presque 100 kilos et ce sont 100 kilos de muscles. Et quand il faut les déplacer dans l'eau, c'est très très difficile. Voilà l'arbitre, Monsieur Demet, arbitre international, qui va donc remettre en jeu pour cette 4e et dernière période. Voilà, les lions sont lâchés comme on dit et chaque équipe envoie son meilleur nageur à la conquête du ballon. Voilà, c'est l'une des dernières chances là pour Tourcoing, mais si Tourcoing parvenait simplement à remonter au score, ce serait très bien. 8-2, dernière période et arrêt de l'arbitre. Alors, un arrêt de jeu sur une erreur de table sans doute. L'arbitre, Monsieur Demet, va consulter ses officiels de table, consulte, je vois, la feuille de match et il donne une faute. Mais oui, forcément, il y avait un joueur du Racing exclu à la fin de la 3e période et ce joueur ne pouvait donc pas rentrer en jeu. Alors qu'est-ce qu'ils se disent au début de cette période. Et il y a donc contestation. Alors un joueur de Tourcoing est rentré alors qu'il ne devait pas, c'est ça? Non, c'est un joueur du Racing qui est rentré alors qu'il ne pouvait pas participer au jeu. Ah bah ça c'est interdit ça. Il est donc exclu. Et Monsieur Demet l'a vu. Monsieur Demet l'a vu. Et donc, il va donner une faute au bénéfice de l'équipe de Tourcoing sur la ligne des 2 mètres, c'est-à-dire l'endroit où est rentré le joueur qui aurait dû rester en prison. Bien. Et le joueur est ressorti pour 45 secondes en plus du temps premier qui restait à courir. Voilà une belle occasion pour Tourcoing de combler une partie de son retard. Piquette qui fait tourner le ballon avec Brice de 8 qui shoot complètement à côté et le Racing va donc récupérer le ballon. Je ne sais pas s'il a fait exprès, mais il a touché la tête de l'exclu, Denis Boursac. Non, il n'a pas fait exprès. Et une nouvelle faute sur un démarrage d'un Racingman. Tourcoing récupère donc le ballon et a donc une 2e chance de marquer ce but. Il se trouve donc encore pour un moment en supériorité numérique par Bricefer de 8 heures de Porter qui loupe complètement sa balle et redonne le ballon à Boué, le gardien de but du Racing. Et là forcément les chances de Tourcoing viennent d'être entamé sérieusement sur ces 2 attaques manquées. Voilà, Philippe Hervé qui avance tranquillement, prenant son temps, la marque lui étant favorable et dans l'attente de retrouver son joueur exclu.
Il reste 6 minutes et 4 secondes. 13 secondes encore pour les Racingmen pour tirer. Vous avez vu devant les buts entre le défenseur et l'attaquant, la bagarre. Vous voyez, on accroche les épaules de l'attaquant, qui lui, quelquefois, en rajoute un petit peu pour obtenir un coup de sifflet de l'arbitre. Tentative de lob là de Philippe Parra, mais ça n'a pas pris. Oui, le temps des 35 secondes arrivant à sa fin, le joueur donc a tenté sa chance dans de très mauvaises conditions. Voilà, c'est une attaque dans du Tourcoing. Van de Gastel bénéficie passe à Marc Brisfer, De Porter aussi. Vous voyez comme Tourcoing fait bien tourner la balle, mais n'arrive pas à trouver. Shoot peut-être De Porter. Oui, très beau shoot de Serge De Porter, qui en cédant de l'eau a pris en défaut l'excellent gardien de Bouet. Et voilà Tourcoing qui réduit les scores par 8-3. Le Racing ne met plus que de 5 buts. Voilà, pour les jeunes qui nous regardent, quel est l'intérêt de faire du water polo à comparer avec la natation? Qu'est-ce qui peut pousser un bon nageur à faire du water polo? Alors, un bon nageur à faire du water polo, c'est l'attrait de l'esprit d'équipe, du jeu collectif, puisqu'il faut être beaucoup plus fort qu'un nageur, puisqu'en plus d'être très bon nageur, il faut avoir toutes les qualités que requiert tout jeu collectif, le sens du jeu, la vision, l'adresse et surtout un bon esprit d'équipe. Et ce sont des garçons très rapides? Ce sont des garçons très rapides qui sont tous au moins à la minute à ce niveau-là du water polo. Voilà, et il n'est pas nécessaire, pour être un bon joueur de water polo, il ne faut pas obligatoirement être un champion de natation. L'expérience malheureuse a été faite par, je crois, Mosconi à Marseille. Oui, voilà un accrochage de numéro 12. Il avait une bonne occasion qui est exclu. Et une balle sous l'eau de Yvon qui n'a pas su profiter de son ballon. Et le Racing en profite encore pour se dégager par Hervé là-bas qui obtient la balle sur l'aile droite. Retrouve un joueur démarqué qui shoot et c'est le but de Parra. Par Parra. Alors que le Racing est inférieur en nombre puisque Baudouin était exclu. Oui, et je crois que c'est la deuxième fois aujourd'hui que... Et ça, c'est pas normal. Le Racing marque alors qu'il est en infériorité numérique. Et ça, forcément, c'est pas normal. Là, il y a quelque chose qui cloche dans la défense tourquenoise et dans le retour des joueurs à défendre. Voilà, exclu de points Baudouin. Baudouin a repris sa place maintenant. Et c'est Tourcoing. Il reste 4 minutes et 13 secondes. Et Tourcoing qui est mené 9-3. Bon tir là et beau but. Vous avez vu cette très bonne passe Philippe de Witt. De De Porter à Philippe de Witt. Qui malgré la charge a marqué donc pour Tourcoing un 4e but. 9-4, eh bien ma foi, Tourcoing mène dans la dernière période 2-1. Puisque ça faisait 8-2. Le Racing qui est peut-être un peu fatigué, ou en tout cas qui laisse maintenant plus facilement venir. Nous attendons le bon vouloir de M. Broutin qui rentre dans le jeu maintenant et qui doit regagner donc sa partie du champ de jeu. Voilà ce qui est fait. Il donc engage par la balle à Perrault. Rabois à Parra. Et c'est une exclusion. Alors exclusion pourquoi? Un Tourquenois sur une faute que je n'ai pas vue d'où je suis. C'est une petite faute sous l'autre. Mais Tourcoing récupère la balle et se trouve maintenant en supérieur numérique. Et voilà c'est là Jean-Bernard qui est tout seul, qui va se présenter devant Bouet. Et qui obtient un pénalty. Ça c'est intéressant car c'est le premier. C'est le premier pénalty de la partie. Vous avez très bien vu que Broutin Jean-Bernard se présentait tout seul devant le gardien en possession du ballon. Et alors qu'il ne tenait pas le ballon, il a été chargé irrégulièrement donc et tiré par Parra Philippe. Et l'équipe de Tourcoing bénéficie d'un pénalty. Par Bruno Van de Castel. Qui va être tiré par Bruno Van de Castel.
Le gardien Bouet doit être sur sa ligne de but. Donc voilà, vous avez la caméra de dos. Vous voyez un peu, regardez comment il sort. Et Ben, il a arrêté. Je crois que c'est sur le poteau que le ballon a. En tout cas, il a été détourné ce tir par le gardien. Par le gardien sur le poteau. Maintenant, donc, c'est le Racing qui attaque. Et lui, par exemple, marque par un bolog. Alors là. Ah oui, on voit toute la différence sur cette action de jeu. Très très difficile, là, forcément. D'un côté. On gâche une occasion avec un penalty. Et sur la contre-attaque, eh bien, c'est le Racing qui marque par Denis Boursac. 10, 4, 6 buts d'écart en faveur du Racing. Et oui, vous voyez, un but qu'on ne met pas, un but qu'on prend. Voilà, c'est ce qu'on appelle une action à 2 buts d'écart. Alors, on n'a pas parlé du bassin. La largeur des bassins varie. Hein. Oui. Mais c'est minimum, maximum. C'est le minimum ici à 12,50 mètres. 12,50 mètres. Donc sur 30 mètres de long. Donc ici nous sommes sur un bassin de 30 mètres, mais cette piscine a été construite avant la guerre de 39 et donc n'a que 12,50 qui était la largeur à cette période. Maintenant ça se joue généralement en 20 mètres. Donc ça peut dérouter les équipes visiteuses? Effectivement, si une équipe a l'habitude de jouer dans un bassin plus large, elle est un peu déroutée de se retrouver avec des ballons et un mur en face de soi alors que le joueur veut se démarquer sur l'aile. C'est pas le cas du Racing. Voilà, au tableau d'affichage, il reste 2 minutes 40 pour la fin de la période. Vous voyez, là l'arbitre vient de siffler à coup franc et le chronomètre s'arrête. Alors une nouvelle attaque de Tourcoing. Marc Grisfer est en possession du ballon. Passe en arrière à Philippe De Witt qui bénéficie d'un coup franc. Marc Grisfer, un autre coup franc. Grisfer qui n'a pas marqué de but. Non, il n'a pas marqué de but, mais il en a fait il a essayé un lob. C'était soit une passe, soit un lob. Enfin, voilà. Le résultat, c'est pour Bouet, Arnaud Bouet. Rappelle le score, 10-4, 2 minutes et 5 secondes de jeu. Et dès la fin de ce match, nous irons recueillir les impressions des deux camps. D'un côté, Bruno Van de Castel, c'est le numéro 5, et de l'autre, Philippe Hervé, le numéro 6 noir, père et gagne. Voilà le Racing là avec vous voyez en gros plan les deux internationaux, Philippe Hervé, Marc Grisfer. Belle image là. Deux hommes qui se connaissent bien. Bien, voilà. Et Philippe Hervé a pris le dessus quand même cet après-midi. Oui. Mais c'est plus facile quand même dans une équipe qui tourne d'être bon. Allez, Tourcoing. Voilà Tourcoing, une attaque. Un dernier petit coup de collier. Par Marc Grisfer, qui cherche un partenaire démarqué. Ne trouve pas, va chercher au centre Bruno Van de Castel, bénéficie d'un coup franc. On rappelle que en bénéficiant d'un coup franc, un joueur ne peut pas shooter directement et il doit donc obligatoirement assurer une passe à un partenaire. Et je crois que là, sur cette action de jeu, Tourcoing se retrouve à un mois en arrière, une passe sur l'aile droite par le Racing, une balle au centre qui est tout seul. Et c'est un but par Bassi du Racing là, y a pas qui s'est retrouvé démarqué au centre du bassin sur le non-retour d'un Tourquenois. 11-4. 11-4, et là forcément l'addition commence à être très lourde. Je vois que le tableau d'affichage marque 10-4, mais à mon avis, sur mes tablettes, il y a bien 11-4. Voilà. Nous on attend un enfant de joueur, voilà, c'est fait. Ils m'ont entendu. Oui, il reste 1 minute et 3 secondes. 18h38, ça va. Nous sommes dans les temps. Dernière minute, précise le speaker. Bien attaqué, mais il y avait une faute au départ. C'était Jouani là qui avait attaqué l'attaquant tourquenois. Une faute de Pascal Perrault
sur Yvon Deporter. Et le ballon est sorti champ de jeu au bénéfice donc de Tourcoing, remise en jeu par Marc Bricefer qui passe à Deporter, reprend la balle. Tire de loin de Bricefer. Oui. Côté. Voilà la relance du ballon au gardien pour accélérer le jeu, qui cherche donc là un partenaire démarqué. Voilà, il le trouve en la personne de Philippe Hervé qui descend le bassin, n'est pas attaqué. Il va le voir, je crois, sur sa droite. Non, il préfère passer aux 4 mètres. Coup franc. Coup franc contre l'équipe du Racing. Une exclusion d'un joueur du Racing qui, sur un coup franc, n'a pas laissé le ballon. Il a joué pour retarder le jeu. Il reste 23 secondes. La dernière chance de marquer un 5e but pour Tourcoing sur cette attaque. Oui, c'est Bricefer là qui est aux prises avec Philippe Hervé qui obtient un coup franc, qui le joue rapidement, trop rapidement. Dévié au passage de ballon. C'est toujours un ballon pour Tourcoing. 11-4. Bonne reprise et but de Damien Piquette. 11-5. Ma foi, ça atténue un petit peu cette déroute. 13 secondes et 11-5. 6 buts d'écart. C'est-à-dire que dans la dernière période, eh bien, pratiquement, Tourcoing fait jeu égal avec le Racing. 13 secondes. Et le score est de 11-5. On savait le Racing de toute façon supérieur, mais on espérait un miracle. Les caméras de FR3, eh bien, on ne peut rien y faire. Même si ça a sans doute motivé les joueurs nordistes. Voilà, attention à cette contre-attaque du Racing, mais c'est Bricefer qui relance bien et tout seul le face-à-face. Bruno Van de Castel qui tire. C'était la dernière seconde. Voilà, 11-5, le match est terminé. Vous voyez là le banc des remplaçants tourquenois, un peu désabusé, Philippe de Huit, par cette défaite qui aurait dû être moins lourde quand même. Voilà, les 11-5. Les supporters de Tourcoing qui malgré tout manifestent leur joie et voudraient bien approcher leurs joueurs. Bon alors maintenant, je vais aller voir les joueurs du Racing et de Tourcoing. Tout ça en direct. Alors c'est Serge Janson qui a eu l'idée. Je dois passer dans des endroits impossibles à mon avis. Mais enfin on va essayer. Je me dirige là, je suis actuellement dans les tribunes. Serge, merci encore pour ton idée. Voilà, je suis dans les tribunes et je vais me diriger vers Bruno Van de Castel. Voilà, je passe devant le public, messieurs, dames, bonjour. Et c'est là que ça va se compliquer, puisque normalement, je vais passer sur une chaise qui a été liée pour éviter que je tombe. Ça me rappelle un jeu célèbre. Voilà, la chaise est liée, ça passe. C'est bon. Et Bruno Van de Castel va venir me donner ses impressions. Je rappelle le score. 11-5 pour le Racing Club de France. Tout ça sous le regard des majorettes. Je vais aller chercher Bruno Van de Castel. Voilà qui arrive dans une ambiance, ma foi, sympathique. On va attendre que ça se calme un petit peu. Vous pouvez enlever votre bonnet, Bruno. Bruno Van de Castel qui s'est bien battu. Je vais peut-être demander à la musique qu'elle s'arrête, parce que là on ne pourra rien faire. Voilà, il y a un chef là de la musique, il va arrêter cette musique et je vais pouvoir peut-être vous demander vos premières impressions. Bruno Van de Castel, 11-5 face au Racing. Vous avez fait une bonne dernière période, mais ça a quand même été difficile. Oui, je pense qu'on a démarré le match un peu trop contracté. On a pris quelques buts au départ, il y a eu un écart qu'on n'a jamais su combler après. On a essayé de rentrer sur la fin, mais on s'est heurté à un très bon gardien de but qui nous a arrêté pratiquement tous les tirs. Bon, je suis un peu déçu parce qu'avec la télévision, je pensais que ça allait nous motiver un peu plus, mais ça a presque eu un effet inverse, ça nous a contracté, on a eu des occasions, on n'a pas osé shooter. Bon, le résultat est là. C'est pas de notre faute quand même. Non, non, c'est pas de votre faute, c'est de la nôtre avant tout, mais je vous dis, on n'a pas su se délivrer et je pense que bon, on a fait une bonne dernière période, mais on aurait pu en faire 3 ou même 4 comme ça et on aurait pu peut-être pas gagner, mais au moins diminuer l'écart, je pense.
qu'est-ce qui fait, à votre avis, la différence entre une équipe comme celle de Tourcoing et une équipe comme celle du Racing? Ouais, je pense que déjà au niveau club, bon, c'est pas la même structure. Au Racing, bon, nous avons affaire à une équipe qui est un club privé, donc déjà qui dispose de moyens différents des nôtres qui sommes une association, donc un club municipal. Il dispose d'une piscine alors que nous avons des horaires d'entraînement le soir après les séances. Donc différence d'entraînement, différence de moyens, je pense que c'est ça qui fait la différence. Autrement au niveau joueur, au niveau gabarit, je pense que ça se tient de chaque côté. Peut-être, bon, je pense que la différence se fait au niveau de l'entraînement, ils ont plus d'entraînement, plus de moyens, c'est surtout ça. Comment voyez-vous maintenant la suite du championnat pour Tourcoing? Bon, maintenant nous avons encore 3 matchs à faire, rencontrer Givors, donc nous avons une revanche à prendre sur Givors. Je pense que les 3 matchs qui viennent sont à notre portée, nous devons normalement les gagner et finir 5e du championnat. Alors il y avait beaucoup de malades au cours de cette semaine, est-ce que ça a gêné un petit peu le rendement de l'équipe? Oui, il y a des malades et il y a des blessés aussi. On a notamment Jean-Pascal Marel qui est un des meilleurs nageurs de l'équipe et qui est un très bon joueur qui nous a manqué aujourd'hui. Bon, plusieurs blessés, mais enfin je pense que sur la vue du match, ils étaient plus forts que nous, je pense, aujourd'hui. On va demander tout de suite confirmation avec Philippe Hervé. Philippe Hervé, voilà, la caméra est là. Philippe Hervé, j'espère que vous m'entendez. En tout cas, il y a beaucoup d'ambiance. Match, je dirais, facile pour le Racing. Nous savions que le match allait être difficile à Tourcoing. Nous étions préparés en conséquence. C'est toujours difficile de jouer ici dans le bassin de Tourcoing. Bon, aujourd'hui, les circonstances étaient un peu particulières. Il y avait un peu plus de monde, il y avait la télévision. Nous étions préparés pour jouer ce match. Et disons que je pense que nous avons réussi à faire la différence sur la vitesse de nage et sur la contre-attaque. Je pense que c'est là-dessus qu'on avait basé notre jeu au départ. Et je pense que ça a bien marché. Montrez votre œil à la caméra. Vous avez un petit coup. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ça remonte à il y a 3 semaines en championnat contre Givors. J'ai reçu un coup de coude dans l'arcade. Enfin bon, c'est sympathique. C'était sympathique, mais enfin disons que c'était involontaire, donc bon, ça arrive de temps en temps. Alors on dit aussi qu'en water polo, il y a beaucoup de choses qui se passent sous l'eau. Alors comme nous, on n'avait pas de caméra sous l'eau, qu'est-ce qui s'est passé sous l'eau cet après-midi? Donc il se passe sous l'eau, disons que plus on monte de niveau, je pense que moins il se passe de choses sous l'eau. C'est-à-dire que plus on monte de niveau, plus les équipes jouent un jeu rapide et nagent, donc on n'a pas trop le temps de s'accrocher. Mais c'est vrai que sur les phases de jeu, disons, plus ou moins statiques, on se sert des appuis, disons, avec les jambes, et on se sert des appuis, effectivement, sur l'adversaire avec les mains. Sous l'eau, effectivement, pour empêcher les appuis, on appuie sur les jambes, on accroche de temps en temps le maillot. Mais disons que plus on monte de niveau, moins on a le temps d'accrocher. Disons que c'est un jeu beaucoup plus rapide. Mais c'est vrai qu'à un niveau plus bas, ça accroche beaucoup. Mais bon, je crois que tout le monde dit « Oh, le water polo, il se passe beaucoup de choses sous l'eau ». Je pense que le plus intéressant, c'est quand même ce qui se passe à la surface. Alors, ce titre de champion de France, ça va être difficile quand même de battre Marseille. Je pense que ça va être relativement dur quand même, parce que Marseille nous a battus de 4 buts chez nous. Ça a été un match beaucoup plus serré que le score ne le reflète, parce qu'on a eu 2 balles pour pouvoir revenir au score. Physiquement, on a un peu pâti à la fin du match contre Marseille. Je pense que le match retour chez eux va être très difficile. Mais maintenant, comme cette année, le championnat de France, il y a 3 poules de play-off de poules finales à 4 équipes. Je pense que sur un match, on peut accrocher Marseille. Sur un match, je pense qu'on peut les inquiéter, mais je pense que Marseille est encore bien accroché à son titre cette année. Voilà, merci Philippe Hervé. Philippe Hervé qui était le capitaine du Racing. Le Racing qui l'a donc remporté ici à Tourcoing 11-5. Voilà, c'est ainsi que se termine cette émission Sport sur le vif. Je vous laisse écouter une dernière fois la fanfare d'Aluin. Merci, bonsoir.